Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après ces quelques semaines de pause. C'est d'ailleurs la toute première vidéo de 2026, donc je vous souhaite une excellente année et j'espère qu'elle sera remplie de belles découvertes livresques. En 2025, j'ai lu 86 livres, mais je ne vais pas m'attarder sur les chiffres et les statistiques puisque ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Ici, je vais vous parler des livres qui ont marqué mon année, que ce soit en positif ou en négatif. Et pour ce faire, je vais faire, comme d'habitude, un classement en 3 catégories. La première catégorie est consacrée aux mentions honorables, c'est-à-dire ces livres qui ont été d'excellentes lectures mais qui ne sont malheureusement pas des coups de cœur. Ensuite, on parlera des flops et on terminera avec la catégorie des coups de cœur. Cette vidéo, elle risque d'être un petit peu longue, donc je vous conseille de vous prendre un bon snack et une bonne boisson et de vous installer confortablement et on va commencer tout de suite. Je débute cette catégorie des mentions honorables avec un roman qui est resté très longtemps dans ma pile à lire, à savoir Fraternidad, écrit par Thibaut Vermeaux et édité par la maison d'édition Sarbacane dans leur collection Expo. Dans ce roman, nous suivons le personnage d'Ed Perry, un lycéen qui a une vie assez compliquée. Sa famille lui adresse à peine la parole et il est continuellement harcelé au lycée. Mais Ed a un secret, une chose qui lui permet de tenir semaine après semaine. Le vendredi soir après les cours, il se rend dans un manège, loue un cheval et galope à travers champs et se transforme ainsi en mousquetaire des temps modernes. Cependant, un vendredi, ses harceleurs le surprennent et font de ce moment d'évasion un véritable enfer. Mais Ed est bien décidé à ne plus se laisser faire et il va commencer à écrire ses pensées et ses déboires sur Internet sans se douter une seule seconde de l'ampleur que tout ceci prendra. Comme je le disais dans ma vidéo Update Lecture, Fraternidad, c'était le plus vieux livre de ma pile à lire. Je l'avais acheté en 2019, plus ou moins au moment de sa sortie, et malgré plusieurs occasions pour découvrir ce beau pavé, il a continué à prendre la poussière sur mes étagères. Mais cette année, j'ai enfin pris mon courage à deux mains et je suis ravie que ce livre ait survécu à autant de tri parce que j'ai découvert un roman surprenant et audacieux et qui se retrouve, mais sans aucun problème, dans cette catégorie des mentions honorables. J'ai adoré découvrir cette histoire qui parle de liberté, de justice, d'amitié et d'espoir. J'ai adoré suivre les aventures grandioses et épiques d'Ed, de Céleste et même de Cliff qui est l'un des antagonistes. Tout n'était pas parfait, comme je le disais dans la vidéo où je chronique ce roman, j'ai trouvé que la dernière partie était un poil précipitée et j'aurais aimé que les événements qui mènent au dénouement soient davantage exploités en amont. Mais ça n'a pas du tout gâché mon plaisir de lecture. J'ai passé 3 semaines à savourer chaque moment de lecture. Dès que j'ouvrais ce livre, j'étais vraiment immergée dans l'intrigue et j'étais toujours curieuse de voir la direction dans laquelle l'histoire se dirigeait. J'étais impressionnée par l'audace du style qui mêle différents types de narrations qui n'ont mais alors rien à voir les uns avec les autres. On a d'une part une narration tout à fait classique, on a de la chronique historique, on a également des posts de blog, des alexandrins ou encore ce que l'auteur appelle l'intermède des fâcheux, c'est-à-dire des moments où les harceleurs d'aide vont prendre la parole pour raconter leur version des faits, mais cette parole, elle est très directe et très brute. Et là, vous vous dites qu'effectivement, on a un beau panel de styles et que c'est compliqué d'avoir un texte fluide dans lequel tout va s'entremêler d'une façon harmonieuse. Or, Fraternidad parvient à intégrer tout ceci dans son intrigue et je trouvais qu'il était très facile de passer d'une narration très brutale et orale à des alexandrins beaucoup plus travaillés. Mais l'action et le style d'écriture ne sont pas les uniques atouts de ce roman. Je pense que tout ça n'aurait pas eu la même saveur sans ce trio de personnages atypiques et attachants. Nous avons tout d'abord le personnage d'Ed, le fondateur du groupe,
Ed, c'est un personnage qui est aux antipodes de ce qu'on trouve dans les romans de Cap et d'épée. Dans les classiques du genre, les protagonistes sont plutôt des héros courageux, prêts à tout pour sauver la veuve et l'orphelin, et qui sont, on ne va pas se le cacher, un poil imbu de leur personne, coucou d'Artagnan. Ed, il est loin d'être comme ses modèles. Au début du roman, c'est même un bolos qui se fait sans cesse marcher dessus et harceler. Personne ne le respecte, et même s'il essaye d'adopter une attitude détachée, on voit que ça le touche. Mais tout au long du livre, il va évoluer, il va prendre confiance en lui et en ses capacités et en ses convictions. Ed, il rêve de justice, il rêve d'un monde meilleur et il a envie de se battre pour ses idéaux. Ensuite, on a le personnage de Céleste, une jeune femme forte et indépendante qui a toujours rêvé d'être une héroïne, d'être dans l'action. Bref, c'est pas du tout une demoiselle en détresse, c'est même un personnage intelligent qui a beaucoup de ressources, mais comme Ed, elle a ses défauts et ses failles, et c'est ce qui en fait un personnage réaliste, loin des archétypes. Et enfin, on a le cas Cliff. Au début du roman, c'est loin d'être un personnage attachant. C'est même une brute épaisse qui passe son temps à harceler Ed, et dès qu'on apprend à le connaître, qu'on le voit sortir de ce rôle de bourreau, on commence doucement à l'apprécier et à lui pardonner tout le mal qu'il a fait. Attention, Cliff ne change pas du jour au lendemain, il a un arc de rédemption et il prend conscience qu'il s'est extrêmement mal comporté. Bref, l'auteur nous présente 3 personnages qui n'ont de cesse d'évoluer, d'apprendre et de grandir au contact des autres. Ils se tirent tous les 3 vers le haut et la bande de bras cassés qu'ils étaient deviennent peu à peu des héros. Fraternidad, c'est une bonne dose d'aventure, de liberté et de volonté de rendre le monde dans lequel on vit plus agréable et moins chaotique. Et moi, j'ai adoré ce voyage. Le second livre de cette catégorie, c'est le second tome de la saga Absolue, qui est écrit par Margot Dessen et publié chez Castelmore dans leur label Big Bang. Mais pour ma part, je vais surtout vous parler de la version audio qui a été produite par les éditions Hardigan. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de ce roman, mais je vais quand même vous faire un résumé très rapide. Dans Absolue, nous suivons les personnages de Prime et Johanna, 2 amis d'enfance qui ont été sélectionnés avec 98 autres personnes pour entrer dans la zone afin de trouver un moyen de détruire la chose, un monstre qui a mis à feu et à sang la ville de Varsovie il y a déjà de nombreuses années. Néanmoins, une fois dans la zone, nos protagonistes vont vite se rendre compte que la chose n'est peut-être pas l'entité la plus dangereuse à laquelle ils doivent faire face. Je ne pensais pas une seule seconde que ce roman viendrait dans la catégorie des mentions honorables, tout ça à cause d'un premier tome un petit peu maladroit et brouillon. Et pourtant, le changement de format joue beaucoup dans cette évolution, puisque je vous avais expliqué avoir pris beaucoup de plaisir à découvrir le livre dans son format audio et que le jeu des différents narrateurs, les bruitages, etc. rendait l'expérience très immersive. Et moi, quand je lis une dystopie, eh bien, je m'attends à être pleinement dans l'univers, à être totalement plongée dans l'action et dans les différents enjeux. J'ai également trouvé que ce second tome était bien plus maîtrisé et offrait ce que le premier tome peinait à donner, à savoir un réel développement de l'intrigue et des différents enjeux, mais aussi un développement des personnages et des relations entre eux. Le premier tome, il était rempli d'action et de surenchère et c'est rapidement devenu lassant pour moi parce que je n'étais plus réellement investie dans l'histoire. Je connaissais mal les enjeux, je ne savais pas ce qui se passait au-delà de la zone et je n'étais pas réellement attachée au personnage à part celui d'Ed. Et dans ce second tome, j'ai pu découvrir de nouvelles facettes pour plein de personnages différents, comme pour Lise, Olympia, Alexander, etc. Et j'ai donc pu m'attacher davantage à eux et être réellement impliquée dans leur destinée. Après, le traitement de certains personnages laissait un petit peu à désirer. Je ne suis toujours pas une grande fan de Prime, que j'ai trouvé d'une naïveté et d'une bêtise affligeante. Certes, c'est difficile de réfléchir par soi-même quand on est dans un environnement totalitaire, mais dans le premier tome, Prime avait commencé à voir certaines incohérences, il se posait des questions et il voyait bien qu'il n'était qu'un pion. Et dans ce second tome, eh bien, il retombe dans ses travers
Il met un temps fou à comprendre certaines évidences et forcément, les révélations tombent un petit peu comme un soufflet. Mais cette fois-ci, je retiens moins les défauts. Quand je pense à ce second tome, je vois plus le plaisir que j'ai eu à écouter cette histoire. C'est une dystopie qui a ses qualités et ses défauts, je vais pas le nier, mais j'ai passé un vrai bon moment, j'ai vu une réelle évolution et amélioration, et ça m'a donné envie de terminer la saga, en audio évidemment. Je poursuis avec un roman que je n'ai pas eu l'occasion de chroniquer sur la chaîne, mais qui m'a fait une très forte impression, à savoir Jacaranda de Gaël Faye, publié aux éditions Grasset. Vous pouvez également trouver ce livre en format poche chez le livre de poche, mais pour ma part, je l'ai découvert dans sa version audio qui est lue par l'auteur lui-même et qui a été produite par Audiolib. Dans Jacaranda, nous suivons l'histoire de Milan, un jeune garçon franco-rwandais qui va, au fil des années, renouer avec ses racines rwandaises et découvrir l'impact du génocide des Tutsis sur ce pays. J'avais quelques appréhensions en débutant l'écoute de ce livre. Le texte parle quand même d'un sujet très complexe et je craignais que ce soit trop dur, trop trash, trop violent et que je n'ai aucun moment pour reprendre ma respiration. Mais toutes ces peurs ont rapidement été balayées. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de douceur, déjà parce que au début de l'histoire, Milan a 11 ans et comme c'est lui le narrateur, on a un ton un petit peu léger et enfantin. Milan va se concentrer davantage sur sa vie de préadolescent que sur les événements terribles qui ont marqué le pays de sa mère. Et cette prise de conscience, elle vient progressivement, au fil des années qui passent, de ses voyages au Rwanda et de ses rencontres sur place. Milan va comprendre à quel point ce génocide l'a impacté et à quel point il est important de se souvenir et de tout mettre en œuvre pour éviter que ces horreurs se reproduisent. C'est un texte qui m'a profondément touchée. Je ne connaissais pas l'histoire derrière ce génocide et j'ignorais même l'histoire entière du Rwanda et l'auteur m'a permis d'en apprendre un petit peu plus. Après, j'ai trouvé que le rythme était parfois inégal. Le début était extrêmement fluide et je m'obligeais même à couper l'audio de temps à autre pour apprécier le texte au maximum. Mais dans la seconde partie, il y a eu un petit peu plus de longueur ou des moments qui ont été trop rapidement balayés à mon goût. Mais après, ça n'a pas gâché mon plaisir de lecture. Au contraire, j'ai terminé l'audio en 2 jours à peine. Et puis, j'ai vraiment apprécié le fait que ce soit Gaël Faye lui-même qui donne sa voix au livre audio. Je pense qu'il était le mieux placé pour donner vie à cette histoire, pour transmettre les bonnes émotions au bon moment. Bref, c'était mon premier roman de l'auteur et certainement pas le dernier. J'aimerais également découvrir son tout premier texte, Petit Pays, un roman qui aborde les mêmes thèmes que Jacaranda et qui a l'air terriblement poignant et touchant. Le quatrième roman de cette catégorie, c'est La Bibliothèque des rêves secrets de l'autrice japonaise Michiko Aoyama et édité par la maison d'édition Nami. La Bibliothèque des rêves secrets, c'est un roman choral dans lequel on va avoir différentes histoires, différents personnages et parcours de vie, mais tous et toutes ont un point commun, ils sont insatisfaits de leur vie actuelle. Ils et elles se cherchent, sont face à des dilemmes, etc. Alors, chacun à leur tour et dans différentes circonstances, les personnages vont faire la rencontre d'une bibliothécaire assez particulière et dont les recommandations de lecture sont totalement inattendues. Je vous en avais brièvement parlé lors de ma vidéo de recommandation de lecture automnale, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous faire une chronique complète sur ce livre, donc on va essayer de remédier à ça. La Bibliothèque des rêves secrets pourrait faire penser à un roman de développement personnel avec des conseils sans subtilité où, à force de volonté, de travail et de sacrifice, les personnages arrivent à leur fin en étant ultra riches et heureux. Mais ce n'est pas le cas. Je peux vous assurer que si ça avait été un livre de ce genre, il se serait retrouvé dans la catégorie des flops parce que j'ai horreur de ce type de bouquin. Ici, c'est plus un roman réconfortant, enveloppant et rempli de douceur et de bienveillance.
Toutes les histoires qui parsèment ce récit ne sont pas égales, elles ont toutes des qualités, mais certaines m'ont tout simplement moins parlé. Par exemple, j'étais un petit peu moins captivée par le récit de l'homme qui venait de prendre sa pension après une carrière professionnelle bien remplie et qui ne trouvait pas de sens à ses journées. Mais je pense que ce thème peut parler à bien des personnes et c'est ce qui fait la plus grande force du livre, son universalisme. L'autrice met en scène des personnages hommes et femmes de tout âge, venant de milieux culturels et sociaux différents, et chaque personnage va amener ses problématiques, ses questionnements, et forcément il y aura dans le lot quelque chose ou quelqu'un qui nous touchera. Et j'ai beaucoup aimé aussi le traitement de chaque thématique, tout est fait avec beaucoup de douceur, de réalisme et de bienveillance. On ne tombe pas dans des discours caricaturaux qui seraient trop niais ou trop irréalistes. Chaque personnage réfléchit aux petites actions qu'il peut mener pour changer sa situation et prend également conscience des choses sur lesquelles il n'a pas de prise. Bref, ça rend le tout très doux, très réconfortant et agréable à lire, d'autant que le style de l'autrice, assez simple mais vraiment efficace, rend la lecture encore plus facile. À vrai dire, je l'ai lu durant mes vacances et il m'a tenu à peine 2 jours. Le roman ne quittait pas mes mains et je le lisais sans jamais m'ennuyer. J'avais toujours envie d'aller au bout de l'histoire de tel personnage et voir qui serait le suivant et quel est son lien avec les autres personnages. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, mais tous les personnages sont reliés d'une façon ou d'une autre et c'est vraiment bien fait. J'avais peur que ce soit forcé et irréaliste, mais ici c'est très subtil et très bien exécuté. Bref, je vais m'arrêter là pour ce livre, mais je ne peux que vous recommander de découvrir La Bibliothèque des rêves secrets si vous avez envie de lire un roman plein de douceur et d'humanité. Et le dernier roman à être dans cette catégorie, c'est un roman de cozy fantasy sorti très récemment, La petite boutique de sortilèges, écrit par Sarah Beth Durst et publié chez Brajlon. Dans cette histoire, nous suivons le personnage de Kiela, une jeune bibliothécaire solitaire qui a dû fuir son lieu de travail en train de brûler avec quelques caisses de livres de sortilèges sous le bras et Kaz, son assistant et seul ami qui est une plante parlante. Le seul endroit où Kiela peut se réfugier, c'est l'île de son enfance. Et alors qu'elle est bien décidée à se terrer dans la chaumière où elle vivait enfant et à ne parler à personne, elle voit que son île a été laissée à l'abandon et que la misère s'installe peu à peu. Et forcément, ça l'affecte, et elle décide donc de vendre des sortilèges et d'aider les habitants de son île pour rendre cette vie un petit peu meilleure, plus douce, mais ça pourrait bien lui causer des problèmes puisque la pratique de la magie est illégale. Je pense que vous le remarquerez au vu des livres présents dans ce top, mais je lis de moins en moins de romans de fantasy et le peu que j'ai pu lire ne m'a pas forcément convaincue ou ont laissé moins de traces en moi. J'adorais découvrir des histoires, des univers, des systèmes de magie, etc. Mais ces dernières années, je m'en suis un peu lassée. Et c'est sans trop de conviction que je me suis tournée vers la petite boutique de sortilèges. Je voulais lire quelque chose de mignon, sans prise de tête, mais qui, je pensais, ne serait vraiment pas la lecture de l'année. Or, je me suis rapidement prise d'affection pour Kiela, Kaz, Laran et tous les autres personnages de cette île, et l'histoire me passionnait tellement qu'il était évident que ce livre finirait dans mon top de l'année. La petite boutique de sortilèges, c'est un roman hyper cosy, hyper douillet et réconfortant et qui a un peu à l'instar de Légende et Laté de Travis Baldree des airs de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on débarque sur une île qui est laissée à l'abandon où de nombreuses améliorations peuvent être effectuées. On fait la connaissance des villageois, on découvre les problématiques du village et nous, on commence par élaborer un premier sortilège. On le teste, on affine la recette, et puis, voyant que ça fonctionne, on en prépare un autre jusqu'à redonner au village son charme d'antan, et je trouve que ce modèle fonctionne super bien avec la cozy fantasy. J'avais toujours envie d'aller plus loin, de voir quelle serait la prochaine amélioration qu'apporteraient Kiela et Kaz, et comment les habitants y réagiraient, etc.
Il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'histoire parle de sujets sérieux. L'atmosphère est réconfortante, les personnages sont certes tellement gentils que ça en est un petit peu irréaliste, mais l'intrigue, elle, ne se base pas sur du vide. Derrière tout ça, l'autrice pose de vraies questions et pose un message important qui est que le savoir doit être accessible à tout le monde et non pas à quelques élites. On parle également de stress post-traumatique, du respect de ses limites, de se sentir chez soi, etc. Bref, l'autrice a vraiment compris qu'on pouvait écrire une histoire cosy à souhait, parfois un petit peu mièvre, mais on pardonne, et en même temps aborder des sujets sérieux. Tout est une question d'équilibre et ça a été parfaitement exécuté. Je me suis aussi beaucoup attachée au personnage de Kiela, comme je le disais. Au départ, c'est une bibliothécaire renfermée sur elle-même qui accorde peu d'importance aux relations sociales, mais qui petit à petit va s'ouvrir et on se rend compte que c'est une personne très gentille qui a le cœur sur la main et tout ce qu'elle fait, elle le fait par pure gentillesse et sans jamais attendre quoi que ce soit en retour. Et puis les autres personnages sont aussi très attachants. J'avais adoré l'alchimie qu'il y avait entre notre protagoniste et Kaz, cette plante qui est encore plus anxieuse que qui est là, mais qui sait lâcher quelques répliques bien senties quand il faut. En un mot, commençant, c'est une jolie histoire, pleine de bons sentiments, remplie de confitures à la framboise et de moments attendrissants au possible. Ce n'est pas la fantaisie qui comporte le plus d'enjeux et d'originalité, que ce soit dans son world building ou dans son système de magie, mais ça n'a vraiment pas d'importance. C'est une fantaisie qui m'a marquée, qui m'a fait du bien, et pour ça, elle mérite sa place dans ce top. On va passer à une partie un petit peu moins réjouissante avec les flops de cette année et je débute avec une énorme déception, les autres flops étant eux un petit peu plus mitigés. Il s'agit du roman Happy Place de Emily Henry publié chez Hauteville. Dans ce roman, nous suivons le personnage d'Harriet qui vient récemment d'être quittée par son petit ami Win. Le problème, c'est que ces deux-là sont invités par leur groupe d'amis pour passer une semaine en vacances dans l'Oregon et que personne n'est au courant pour leur rupture. Et puisqu'en arrivant, ils apprennent que ce seront leurs dernières vacances de groupe dans cette villa, ils n'ont pas d'autre choix que de faire semblant qu'ils sont toujours ensemble. J'avais beaucoup d'attentes pour ce roman, déjà parce qu'il est écrit par Emily Henry, à qui l'on doit, comme dans un roman d'été que j'avais vraiment aimé et qui m'avait fait penser que moi aussi je pouvais aimer la romance, genre que j'évitais à tout prix parce que j'avais beaucoup de préjugés dessus. Ensuite, parce que Happy Place met en place des tropes que j'aime retrouver dans les romances, comme le fameux Enemies to Lovers ou encore le fake dating. Mais j'ai rapidement déchanté et je pense qu'avec du recul, je n'aurais pas dû finir ce livre. Je l'ai terminé parce que je voulais inaugurer une nouvelle série de vidéos qui s'appelle La quête de la romance parfaite et parce que j'avais aussi l'espoir de retrouver la Emily Henry de Comme dans un roman d'été, une autrice qui sait raconter une histoire d'amour avec humour, dérision, mais aussi avec de la justesse. Et Happy Place, c'est vraiment l'exemple de tout ce que je déteste dans les romances. Premièrement, les protagonistes n'ont pas de réelle personnalité et forcément, je n'ai pas pu m'attacher à eux et encore moins à leur couple. Et puis, que dire de leurs amis qui sont d'une toxicité sans nom? Honnêtement, à part Cléo qui sort du lot parce qu'elle est franche et bienveillante, les autres sont des manipulateurs. Et je suis navrée, mais dans une amitié saine, on ne manipule pas ses amis, on ne les culpabilise pas parce qu'ils ne partagent pas la moindre information de leur vie privée, surtout quand celle-ci est traumatisante. Ça m'a mise en colère de lire ça et encore aujourd'hui, je ressens beaucoup de colère, d'autant plus que les personnages ne se remettent pas en question, ils n'évoluent pas et ils ne tentent pas de comprendre en quoi leur comportement est problématique. Ils se placent directement en victime incomprise et on finit par tout leur pardonner. Et puis, j'ai également un problème avec la représentation du couple et de l'amour. Dans ce roman, on considère que deux personnes qui s'aiment sont deux personnes qui crient, qui se disputent, qui claquent la porte et reviennent, le tout dans des scènes aussi intenses que dans le cinéma.
et ça, c'est un vrai problème à mon sens. Dans l'histoire, Wynne va reprocher à Harriet de ne pas l'avoir bousculée, de ne pas lui avoir fait des reproches en criant, etc. Il va réellement lui reprocher d'avoir fait preuve de compassion, de bienveillance et d'avoir été une présence solide et réconfortante dans une épreuve difficile de sa vie. Et à aucun moment, Harriet ne réplique, ne lui explique que c'est le soutien inconditionnel qui est une preuve d'amour, pas les cris et les disputes. Je ne vais pas épiloguer davantage sur tout ce qui m'a énervé dans cette histoire puisque je l'ai déjà fait dans la vidéo qui apparaît dans le petit i, mais pour couronner le tout, c'était très mal écrit ou traduit. À vrai dire, je ne sais pas si le problème vient d'une traduction hasardeuse ou du style d'écriture de l'autrice, mais dans tous les cas, ce n'était pas agréable à lire. Il y avait des phrases qui avaient aucun sens, pas de réelle recherche de style, etc. Alors je ne m'attendais pas à quelque chose de très poétique, et je savais que l'autrice avait un style simple mais efficace, mais je n'ai pas trouvé cette efficacité. Au contraire, c'était brouillon, confus et désagréable. Pour autant, je n'ai pas envie de m'arrêter à cette expérience de lecture désastreuse. Je sais de quoi l'autrice est capable et c'est pour ça que j'ai gardé dans ma wishlist plusieurs titres d'elle, notamment People We Meet on Vacation, qui est, paraît-il, son meilleur et qui a eu récemment une adaptation en film. Je poursuis avec un roman qui avait tous les ingrédients pour être un bon livre, mais malheureusement la mayonnaise n'a pas prise. Ce livre, c'est Le Radeau des Étoiles, écrit par Andrew G. Graff et édité par la maison d'édition Gallmeister, que ce soit pour le grand format ou le format poche. Ici, nous suivons l'histoire de deux garçons, Fish et Brad. Ils sont inséparables et ils passent toutes leurs vacances ensemble dans les grands espaces du Wisconsin. Cependant, le père de Brad est violent avec lui et ça, tout le monde le sait, mais personne ne prend sa défense. Pour Fish, ça ne peut plus continuer et il va défendre son ami en tirant un coup de feu sur le père de celui-ci et croyant qu'ils ont tué le père de Brad, les deux vont s'enfuir à travers la forêt. Comme je le disais, j'aurais voulu adorer ce livre. Il avait tout pour lui. Des sujets forts, un cadre envoûtant et mystérieux, des personnages en quête de liberté et de changement, mais je pense que l'exécution n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Le Radeau des Étoiles a des beaux moments, met en avant de jolies valeurs, mais ce n'est pas vraiment ce que je retiens du livre. Pour ma part, je retiens plutôt les nombreuses longueurs qui sont dues à des réflexions de certains personnages qui sont totalement inintéressantes, risibles, voire carrément ridicules. Ces réflexions, elles proviennent principalement du personnage du shérif dont j'ai oublié le nom, et je pense que mon intérêt pour ce roman s'est émoussé dès que ce personnage a fait son apparition. L'auteur dépeint un petit peu l'archétype même du shérif des petites villes dans lesquelles il ne se passe rien et qui d'un coup est confronté à un événement particulier, sauf que dans la plupart des séries et des films, ce shérif est perspicace, compétent. Eh bien, ce ne sera pas le cas pour notre shérif local qui enchaîne les erreurs, les idées désastreuses et qui confie même son travail à des civils pendant que lui pense à la couleur des murs de son chalet. J'ai également trouvé dommage qu'on n'ait pas le point de vue de Brad. L'histoire aurait gagné en nuances et en profondeur grâce à ses pensées, ses envies, ses peurs ou encore ses doutes. Je pense que l'auteur l'a un peu oublié durant son histoire, mais c'est quand même lui l'enfant battu. Moi, ça m'a vraiment fendu le cœur de voir que personne ne s'intéressait à lui ou ne pensait à lui. Tout le monde partait à la recherche de Fish, mais ce pauvre Brad, tout le monde continuait de l'ignorer et de faire comme si son père n'était pas un homme violent. En dépit de tout ce que j'ai dit, tout n'est pas à jeter dans ce livre. J'ai aimé le style d'écriture, l'aspect nature writing puisque l'essentiel de l'histoire se déroule dans une forêt du Wisconsin. On a des grands espaces boisés, on dort à la belle étoile, on traverse des rivières, le dépaysement est total et c'est entre autres ce qui m'a permis de terminer le livre. Mais malheureusement, ça ne suffit pas et je ne l'ai pas terminé avec un sentiment de neutralité absolue. C'est dommage. Je poursuis avec un classique qui ne m'a pas convaincue. Il s'agit de L'Alchimiste de l'auteur Paulo Coelho. Pour ma part, je l'ai écouté, donc on parlera surtout de la version de Gallimard, mais il existe dans plein d'autres éditions différentes.
L'Alchimiste raconte l'histoire de Santiago, un jeune berger qui va entreprendre un périple jusqu'aux pyramides d'Égypte, et ce pour trouver un trésor. Je suis volontairement concise parce que si je développe davantage ce résumé, je risque de tout simplement vous spoiler, mais l'essentiel est là, on est sur un roman de quête initiatique. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins. L'Alchimiste, c'est un peu l'ancêtre des livres de développement personnel, et soit on y est réceptif et on adore, soit ce genre de message nous laisse de marbre et on passe totalement à côté de l'histoire. Et vous vous en doutez, je suis dans la seconde catégorie. Toutefois, je vous le disais précédemment, hormis Happy Place que j'ai tout simplement détesté de la première à la dernière ligne, j'ai un avis plus mitigé pour les autres romans de cette catégorie, et là je vais simplement souligner le travail autour du format audio, un travail de très bonne qualité. C'est simple, je pense que c'est ce qui m'a permis d'aller au bout. Avec un format classique, j'aurais abandonné tout simplement. Dans le format audio, il y avait pas mal d'éléments qui m'ont aidé à m'immerger dans le cadre spatio-temporel ou dans l'histoire tout simplement. La voix du narrateur, les musiques, les bruitages, etc. Mais je tiens à souligner qu'il ne faut plus jamais faire un accent anglais ainsi. Quand je l'ai entendu pour la première fois, j'ai éclaté de rire tellement cet accent était cliché. Il est du même acabit que les accents allemands ou russes dans les films de comédie, sauf que ça ne se voulait pas parodique et c'est ça le souci. Mais si on retire l'audio et tout le travail autour de ce médium, eh bien il ne reste pas grand-chose à ce roman. La quête initiatique de Santiago n'est qu'un prétexte pour ressortir des discours simplistes, sans aucune nuance et sans aucune réflexion. Ça n'a jamais fait de mal à personne d'entendre qu'il faut croire en ses rêves, mais j'attendais autre chose. Je voulais voir autre chose qu'une personne qui réalise ses rêves simplement parce qu'elle y a cru et que miraculeusement tout l'univers a œuvré pour que ce vœu se concrétise. Il n'y a aucune remise en question, aucune difficulté, comme si dans la vie tout était simple et linéaire. Et en vrai, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ce livre est comparé au Petit Prince de Saint-Exupéry. Peut-être pour l'aspect philosophique, mais Le Petit Prince a une exécution bien plus intelligente et nuancée. Il y a de la tristesse, du regret, de l'espoir, tandis que pour l'alchimiste, eh bien, il n'y a rien de tout ça. Sincèrement, je ne sais pas si je suis contente d'avoir lu ce classique et d'avoir découvert ce titre qui a pourtant tant d'éloges. J'aurais voulu en tirer quelque chose, mais là, tout ce que j'en retiens, c'est que je me suis ennuyée, que j'ai trouvé ça vide et que je serais incapable de dire quelles sont les péripéties que doit surmonter Santiago et que cet accent anglais était tout simplement ridicule, donc pas grand-chose de positif en somme. Je n'ai pas forcément envie de vous dire de passer votre chemin, c'est un livre qui divise, polarise, soit on aime, soit on déteste, et vu le statut de classique de ce livre, c'est difficile d'avoir des attentes plus mesurées et donc un avis un peu plus nuancé. J'ai loupé le coche, mais au moins je sais que si je veux tenter un autre roman de l'auteur, eh bien j'éviterai le format de conte philosophique. Le quatrième, c'est le très court roman de Maxence Fermine, Neige, qui est édité aux éditions Point. Dans ce très court roman, nous suivons le personnage de Yuko, un jeune homme qui souhaite devenir poète et baser toute son œuvre sur la neige. Son talent est directement remarqué par un émissaire de l'empereur et il va donc l'inviter à rencontrer un autre poète talentueux qui lui apprendra les subtilités qui manquent à son écriture. J'avais repéré ce livre il y a de nombreuses années, c'était son titre très simple qui m'avait attiré et à l'époque ça me suffisait pour vouloir découvrir un ouvrage. Heureusement maintenant un titre et une jolie couverture ne sont plus des critères suffisants, je lis les quatrièmes de couverture, j'essaye de repérer les mots-clés qui me parlent, etc. Sauf que la quatrième de couverture fournie par l'éditeur est terriblement vague, elle ne parle de rien, ne donne pas les thématiques de l'œuvre, elle cite simplement le prénom du protagoniste et j'avoue que c'est la seule indication utile puisque j'avais complètement oublié comment il s'appelait. Donc j'ai voulu faire confiance à mon instinct d'antan et on ne va pas se mentir, c'était pas terrible du tout. Heureusement que le livre fait moins de 100 pages parce que je pense que je n'aurais pas pu supporter plus.
Je n'ai pas vraiment aimé l'histoire que j'ai trouvée très vide et très convenue. La plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose et lorsqu'on a des éléments qui viennent donner un petit peu de profondeur au personnage, c'est vraiment glauque et malsain. Il y a notamment un long passage qui met en scène la beauté et la pureté d'une femme enfermée dans la glace, femme dont notre protagoniste va rapidement tomber amoureux et la considérer comme sa chose. C'est malsain à souhait et il faut dire que notre protagoniste a un réel problème avec les femmes. Et c'est pas comme si les personnages féminins avaient leur mot à dire, qu'on pouvait voir comment elles vivaient la situation. Elles n'ont absolument aucune parole dans ce bouquin. Peut-être une ligne pour présenter leur nom, et si je me souviens bien, c'est un privilège qui n'est pas accordé à tout le monde. Ce sont des objets privés de sentiments qui n'ont pas d'autre but que de sublimer les vers de Yuko et de son mentor. Je pense que ce qui sauve le livre du naufrage, c'est son style d'écriture qui est plutôt agréable. Ok, l'auteur brasse du vide, mais au moins c'est écrit correctement, c'est fluide et les chapitres étant plutôt courts, tout s'enchaîne assez rapidement. Pour ma part, je ne vous conseillerais pas ce livre. Il y a d'autres livres qui ont ce schéma d'apprenti, mentor, d'introspection et qui n'utilisent pas les femmes comme justificatif de leur talent ou justement de leur manque de talent. Et je termine cette partie consacrée à mes flops avec un roman qui a fait beaucoup parler mais qui ne m'a pas du tout convaincu, Yellowface de R.F. Kuang, publié aux éditions de Saxus. Dans Yellowface, nous suivons l'histoire de June Hayward, une autrice qui a beaucoup de mal à trouver son public et dont les romans peinent à convaincre. Ce qui n'est pas du tout le cas de son amie Athena Liu, dont les ouvrages sont reconnus par la critique et qui a une très belle carrière littéraire devant elle. Toutefois, cette carrière va s'arrêter brutalement le jour où Athéna va mourir en s'étouffant avec un pancake. June, présente sur les lieux, va s'enfuir avec le dernier manuscrit d'Athéna, le retravailler et le sortir sous son nom, et alors qu'elle pensait que son talent serait enfin reconnu, June va se rendre compte qu'elle a commis une énorme erreur. Le livre va se diviser en deux parties. Donc la première partie va porter sur le monde de l'édition, sur les choix commerciaux qui sont faits pour mettre en avant tel ou tel roman, sur les différentes difficultés du monde éditorial, l'implication d'un agent, les négociations du droit d'auteur, la précarité, la concurrence terrible, etc. Et cette partie était très intéressante et plutôt addictive. Par contre, la seconde partie qui se concentre plus sur l'enquête pour déterminer qui veut la chute de June, eh bien, cette partie-là est très mal gérée. Il y a énormément de longueur, on n'avance jamais dans cette enquête puisque l'autrice ne nous laisse aucun indice, aucune piste, et la révélation finale est incohérente, incompréhensible. Malgré les quelques justifications, je n'ai pas cru une seule seconde à ce dénouement. Pourquoi ce personnage s'impliquerait autant dans la chute de June alors que d'autres ont bien plus d'intérêt à le faire? Pourquoi une telle vengeance alors que ce qui est arrivé à ce personnage est bien plus un concours de circonstances dans lequel June n'a joué qu'un rôle mineur et qui n'a eu visiblement que très peu d'impact sur la vie du coupable? Tout ça m'a semblé tiré par les cheveux et encore aujourd'hui, je n'y crois pas une seule seconde. Mais Yellowface ne souffre pas uniquement d'une histoire bancale, j'ai eu un gros souci avec ses protagonistes. L'autrice fait un choix audacieux. Mettre comme personnage principal une anti-héroïne, un personnage qui a de nombreux défauts et qui est censé susciter un sentiment ambivalent chez le lecteur ou la lectrice. Et personnellement, j'adore ce type de personnage. J'adore suivre des personnages qu'on aime détester, qui n'incarnent absolument pas les valeurs qu'on défend au quotidien, mais qui sont si bien écrits qu'on ressent de la compassion pour eux, qu'on leur souhaite un parcours de rédemption quel qu'il soit. Mais autant vous dire qu'avec June, je n'ai ressenti qu'une vague indifférence pour elle. Pas de mépris, de pitié ou de compassion. Absolument rien, cette femme n'a rien provoqué du tout. Le roman est raconté à la première personne du singulier et c'est June qui nous raconte son histoire avec ses biais, etc.
Et pour que ça marche, eh bien, il fallait un personnage solide, beaucoup plus ambigu et qui provoque de réelles réactions. Pas un personnage pour lequel je ne ressens rien, qui ne m'intéresse pas et dont le destin m'indiffère au plus haut point. C'est pas mieux pour Athéna qui n'a pas de réelle profondeur. Dans les flashbacks qui la mettent en scène, l'autrice se contente de nous expliquer ses défauts, mais jamais de nous les montrer. J'ai eu beaucoup de mal à croire que ce soit une personne suffisante et hautaine, mais à l'inverse, je ne crois pas non plus que ce soit un personnage gentil, intelligent et talentueux. Pour moi, Athéna, c'est une simple coquille vide. Bref, leur relation ne fonctionne pas. Je ne crois ni en leur amitié, ni en leur rivalité, et ce pan entier du roman ne m'a absolument pas convaincue. Et puis, il y avait autre chose que je craignais avec ce livre et dont je ne vous ai pas encore parlé, la traduction. Malheureusement, De Saxus n'est pas réputé pour avoir constamment des traductions de qualité. Je dis constamment parce que je sais que pour certains ouvrages, ils ont fait de gros efforts, mais tous leurs livres ne bénéficient pas d'une traduction et d'une relecture solide, et c'est malheureusement le cas pour Yellowface. Je connaissais déjà le style de l'autrice, l'ayant découverte avec le premier tome de La Guerre du Pavot, donc je sais que le placement des mots hasardeux, l'utilisation aléatoire du subjonctif est due à la traduction et non à l'autrice, et ça m'a sorti à plusieurs reprises de ma lecture, et je déteste sincèrement faire la correctrice, retravailler les phrases qui sont grammaticalement incorrectes. Je n'ai rien contre une coquille de temps à autre, je pense que les éditeurs, les correcteurs et les auteurs et autrices doivent être tellement plongés dans leur ouvrage que ça devient difficile, voire carrément impossible de repérer chaque erreur, mais il y a une énorme différence entre une petite coquille qui est passée à la trappe et un texte avec un nombre important d'erreurs et de nombreuses phrases à la syntaxe étrange. Bref, tout ça pour dire que je suis totalement passée à côté du phénomène Yellowface. D'habitude, je n'inclus pas les bandes dessinées, les mangas ou les comics dans mon bilan de l'année, mais je vais faire une exception pour cette année et pour une BD en particulier. Déjà parce que je n'ai pas eu autant de coups de cœur que prévu pour les romans, et puis parce que je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de cet ouvrage. Cette BD, c'est Eurydice qui est scénarisée par Lou Luby et dessinée par Solène Guivre, et le tout est publié aux éditions Delcourt. Je pense que vous l'avez compris au titre, c'est une réécriture du mythe d'Orphée et d'Eurydice, donc Orphée qui va chercher sa promise dans les enfers, mais qui se retourne à la dernière minute, la condamnant à rester dans le royaume d'Hadès pour l'éternité. Vous le savez, je suis extrêmement difficile avec les réécritures. Je veux des réécritures qui ne se déroulent pas dans un contexte contemporain. Voir Zeus et compagnie s'appeler avec des smartphones et regarder des vidéos sur YouTube, très peu pour moi. Je veux également voir d'autres divinités et d'autres personnages de la mythologie que Zeus, Hadès, Perséphone et Athéna. Et enfin, je veux un texte qui soit plus critique et plus moderne. Eh bien, Eurydice coche toutes ces cases. J'ai été embarquée du début jusqu'à la fin. Je prenais tout mon temps pour admirer le travail de l'illustratrice, travail juste incroyable. Elle a un talent fou pour dessiner, concevoir des univers grandioses, elle multiplie les points de vue, les perspectives, etc. Et chaque planche était vraiment un bijou pour les yeux. Et puis, j'ai trouvé que cette réécriture était hyper intelligente. C'est moderne, nuancé. On sent que Lou Luby a inclus tout ce qui lui tient à cœur dans cette BD. On parle autant du féminisme que du travail des artistes, de la condition sociale ou encore de l'émancipation. En réalité, je pense que mon seul regret, c'est que la BD ne comporte que 116 pages. J'étais tellement prise dans l'histoire que ça ne m'aurait absolument pas dérangé qu'il y en ait une cinquantaine, voire une centaine de plus. Mais je tiens quand même à dire que dans ces 116 pages, chaque élément est à sa place. Rien n'est survolé ou traité de manière superficielle. Je n'ai pas eu la sensation que c'était bâclé ou que telle ou telle chose aurait mérité plus de développement. J'étais simplement si bien dans cette histoire que j'aurais pu prolonger ma lecture encore et encore.
Et puis, ça fait du bien de voir que Loulubi ne maîtrise pas uniquement les BD de vulgarisation scientifique. J'ai d'ailleurs lu Racine, sa bande dessinée sur les cheveux frisés que j'avais adoré, et pareil pour Comme un oiseau dans un bocal qui traite des personnes HPI. On ne va pas aborder de la même manière les thématiques dans une BD classique que dans un ouvrage de vulgarisation scientifique, et j'ai été ravie de voir que ça a été très bien géré et qu'on ait des informations au compte-gouttes ou via les dessins de Solène Guivre. Je ne vais pas m'étaler davantage parce que j'ai déjà parlé de cette BD à de très nombreuses reprises sur ma chaîne. Je vous laisse la vidéo dans laquelle j'en parle plus dans le petit i, mais sachez que c'est une pépite et qu'elle a marqué mon année de lecture, donc j'étais obligée de l'inclure dans cette partie de la vidéo. Un autre roman dont je n'ai pas arrêté de parler et pour lequel j'ai eu un immense coup de cœur, c'est Coyote perdu et retrouvé, écrit par Dan G. Ménard et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est la suite de l'incroyable voyage de Coyote Sunrise qui a été un coup de cœur également. Si vous n'avez pas lu l'incroyable voyage de Coyote Sunrise, je vous invite à passer au livre suivant parce que je vais peut-être spoiler les événements du premier tome. Et même s'il n'est pas nécessaire d'avoir lu ce premier tome pour comprendre le deuxième, je trouverais ça trop triste de passer à côté d'une telle pépite. Bref, dans ce second tome, nous suivons de nouveau les personnages de Coyote et Rodéo qui se sont installés dans l'Oregon afin de se reconstruire. Rodéo y parvient petit à petit, mais pour Coyote, c'est plus compliqué. Elle s'intègre assez mal dans son collège, et un jour, cette dernière va tomber sur la caisse qui contient les cendres de sa mère. Son père et elle vont donc repartir en voyage afin de disperser les cendres. Le problème étant qu'aucun des deux ne sait quel endroit sa mère avait choisi et les livres dans lesquels elle avait laissé des indices ont accidentellement été vendus. J'ignorais que l'auteur avait écrit un second tome sur Coyote parce que je pensais que le premier tome avait été pensé comme un one-shot, mais il est indiqué dans les remerciements ou dans les dédicaces, je ne sais plus précisément, que face à l'engouement général et aux demandes répétées des lecteurs qui avaient adoré Coyote, il avait imaginé une suite, une autre histoire avec ce personnage qui a tant plu. Eh bien, il a bien fait d'écrire cette suite parce que c'est la suite dont Coyote et Rodéo avaient besoin pour poursuivre leur processus de deuil, et moi aussi, j'avais besoin de cette suite même si je l'ignorais. Dans ce second volet, on retrouve tout ce qui fait la force du premier tome, des personnages attachants, une histoire à la fois drôle et émouvante, de la bienveillance et des réflexions qui tapent toujours juste. Je sais pas comment l'auteur fait pour être aussi juste, pour ne jamais tomber dans la légèreté ou dans le pathos, comment il fait pour trouver les mots qui taperont là où il faut, qui accompagneront avec douceur les différentes réflexions que les personnages amèneront. Et encore une fois, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai partagé chaque émotion de Coyote, j'ai été ravie de la retrouver, de reprendre la route avec elle, et j'ai à nouveau eu le cœur serré de la laisser, même si je savais que tout irait bien, que ce soit pour elle, Rodéo, ou pour tous les personnages qui ont croisé leur route. Je ne voulais pas terminer ce livre parce que je savais que ça allait me laisser un vide. Et quand cette pensée me traverse l'esprit, c'est que le livre que j'ai devant les yeux est un coup de cœur. Alors, si vous cherchez un road trip à travers les États-Unis, des personnages qui vous marqueront à vie et beaucoup d'émotions, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers l'incroyable voyage de Coyote Sunrise et d'enchaîner avec Coyote perdu et retrouvé. Ce sont des romans que j'affectionne tout particulièrement et qui sauront vous toucher en plein cœur. On passe désormais à un roman qui a été une excellente surprise, à savoir Célèbre de Maud Ventura, qui est édité chez l'Iconoclaste. Dans Célèbre, nous suivons le personnage de Cléo, une franco-américaine qui est au sommet de sa gloire et qui va se retrouver isolée sur une île déserte afin de retrouver l'inspiration. Durant son isolement, elle va nous raconter son histoire et nous expliquer comment elle est devenue célèbre et surtout ce qu'elle a fait pour le rester. Maud Ventura, je la connaissais déjà puisque j'avais lu il y a 3 ans Mon mari, son tout premier roman qui avait beaucoup de potentiel mais qui m'avait laissé sur ma faim.
Je ne sais pas ce qui m'avait manqué dans ce primo-roman. Peut-être que je voulais un personnage principal avec une personnalité plus marquée. Et pour être totalement transparente, je n'avais pas du tout adhéré à la fin. Mais là, avec Célèbre, j'ai été happée du premier au dernier mot. Je ne pouvais pas me détacher du livre et je pouvais lire une cinquantaine de pages, voire plus, sans jamais m'en apercevoir. C'est un véritable page-turner qui met en scène une critique sans concession et sarcastique sur le monde du show business. Maud Ventura porte un regard nouveau sur la célébrité, sur la pression constante, sur les sacrifices douloureux qu'il faut faire pour arriver au sommet et surtout pour y rester. Elle parle également de la marchandisation de l'art, de la transformation d'un produit brut plein d'émotions et d'intimité en un produit marketing, etc. Et je comprends totalement que beaucoup de célébrités partent en vrille et s'éloignent de ce système qui les broie et fait ressortir le pire d'eux-mêmes. Il y a plein d'artistes qui détestent la célébrité et qui regrettent le temps où ils composaient et chantaient seuls dans leur coin sans aucune attente. Et quand on voit ce qui se passe dans ce livre, je les comprends totalement. En plus, c'est un roman qui est porté par un personnage principal assez particulier, parce que Cléo n'est pas un personnage attachant. Même lorsqu'elle n'était pas célèbre, elle était imbue de sa personne, hautaine et prétentieuse. Elle pensait n'avoir aucun effort à fournir, qu'elle ne devait pas travailler, et puisque son talent n'était pas naturellement reconnu, que le monde ne la méritait pas. C'est très difficile de se confronter à un tel personnage, mais là où l'autrice est forte, c'est qu'elle a rendu Cléo très humaine. Elle est transparente avec le lecteur ou la lectrice. Cléo livre ses doutes et elle fait part de sa solitude qui est toujours plus intense et ça devient impossible de ne pas avoir de compassion pour elle. Après qu'on s'entende, je ne l'aimais pas. J'adorais la détester. J'avais le désir malsain de vouloir sa chute, qu'un événement brutal la fasse redescendre sur Terre. Et en disant ça, je me rends compte à quel point ce système est toxique, autant pour les artistes que pour les consommateurs. On en oublie que les stars sont des êtres humains. J'ai adoré ce livre, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Tout était hyper intelligent, bien pensé, addictif. J'ai élaboré plein de théories pour découvrir quelle était la vraie raison derrière le retrait de Cléo et sa présence sur l'île, mais j'étais si loin du compte. Et puis, je ne me remets toujours pas de la fin. Je n'avais pas aimé celle de mon mari, j'ai adoré celle de Célèbre. J'ai terminé ce livre en étant choquée et en répétant tout le temps « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». C'était si réjouissant et choquant. Bref, ce roman est dingue, ça a été un coup de cœur, et si le prochain roman de l'autrice est de cet acabit, eh bien, je signe tout de suite. Cet été, j'ai lu toute la saga de l'amie prodigieuse de l'autrice italienne Elena Ferrante, qui est éditée chez Folio, et j'ai eu un coup de cœur pour les 4 tomes qui composent cette histoire. L'histoire débute dans un quartier défavorisé de Naples dans les années 50. Nous rencontrons 2 personnages, Elena Greco et Lila Cerullo, 2 jeunes filles qui deviennent rapidement amies. Les 2 enfants sont très doués à l'école, mais seulement Elena continuera l'école grâce aux encouragements de son institutrice. Lila, elle, terminera l'école primaire et ira travailler à la cordonnerie de son père. Et tout au long de ces 4 tomes, on va les voir grandir, on va découvrir leurs choix qui ont pour seul et unique but de quitter le quartier et la pauvreté dans laquelle elles ont grandi. Je suis actuellement en train de préparer une vidéo complète sur la saga littéraire et son adaptation en série, adaptation qui est tout aussi incroyable que le matériau de base, soit dit en passant. Donc je vais essayer de rester brève, de ne pas trop vous spoiler parce que je vous promets que je suis intarissable sur cette saga. Si je ne devais garder qu'un seul mot pour décrire l'amie prodigieuse, alors que tous les qualificatifs du monde me viennent à l'esprit, je dirais prodigieux. C'est prodigieux d'avoir écrit une saga de 4 tomes où chaque mot paraît à sa place, où chaque événement bouleverse le lecteur, où chaque personnage a une présence, une évolution concrète et un impact dans la vie d'Elena et de Lila, et ce, même les personnages secondaires.
C'est prodigieux d'avoir écrit une telle fresque à travers une Italie en perpétuelle évolution, une fresque qui parle de l'importance de l'école, de l'éducation et de l'émancipation sociale, qui parle du féminisme, du désir féminin, de l'amour, de la liberté, et qui met en scène une amitié féminine bien loin des clichés. L'amitié entre Lila et Elena, elle est complexe. Elles ont une réelle admiration l'une pour l'autre, elles sont solidaires et s'aideront mutuellement malgré les choix contestés que l'une et l'autre feront. Elles se poussent vraiment vers le haut. Mais parfois, cette amitié, elle devient toxique. Elles se font du mal, se blessent, tentent de prouver que l'une vaut mieux que l'autre. Bref, c'est une relation qui est imparfaite, mais qui est nécessaire pour Lila comme pour Elena. Elles sont si complémentaires qu'il est parfois difficile d'oublier qu'elles ne forment pas une seule et même entité. C'est aussi prodigieux d'écrire un roman du point de vue exclusif d'Elena et où chacune de ses pensées me touche, chaque événement qu'elle vit me bouleverse, me fait ressentir de la joie ou de la tristesse, comme si c'était moi qui les vivais, comme s'il n'y avait pas de page entre elle et moi, et que c'était moi l'héroïne du livre. Et c'est d'autant plus prodigieux de réaliser ça avec constance sur 4 tomes. 4 tomes qui sont tout simplement brillants. Je serais incapable de choisir mon préféré. Vraiment, je les aime tous. J'ai aimé découvrir chaque événement dans leur vie, les voir évoluer et traverser les âges. Je lisais L'Amie prodigieuse, je mangeais L'Amie prodigieuse, je dormais L'Amie prodigieuse. C'était devenu une extension de moi-même durant cet été et je retrouve les mêmes sensations en regardant la série télé. Je pense honnêtement que c'est devenu l'une de mes sagas préférées et je pense que je vais pas arrêter de vous en parler, de vous conseiller L'Amie prodigieuse à toutes les sauces. Mais en même temps, comment ne pas parler encore et encore de ce bijou de la littérature contemporaine? L'Amie prodigieuse n'a pas volé sa réputation. Il mérite clairement d'être cité par le New York Times comme l'un des meilleurs romans de ces 25 dernières années, et je suis on ne peut plus d'accord avec cette affirmation. Si je ne devais garder qu'un seul coup de cœur dans cette liste, ce serait celui-ci, et sans hésiter une seule seconde. Bref, lisez L'Amie prodigieuse, lisez ces 4 tomes et vous ne serez pas du tout déçus du voyage. Et cette vidéo se termine enfin avec mon tout dernier coup de cœur de l'année, La dernière allumette de Marie Varey, qui est édité par Charleston, mais pour ma part j'ai découvert en version audio, donc comme d'habitude je me concentrais uniquement sur ce médium. La dernière allumette raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur. D'un côté, nous savons Abby qui vit depuis de nombreuses années dans un couvent isolé en Bourgogne. Elle ne se souvient plus de sa vie d'avant et de ce qui l'a poussée à vivre en marge de la société. Et de l'autre, nous avons Gabriel, le grand frère d'Abby, qui est un artiste à succès et qui va rencontrer une jeune femme nommée Zoé. Et entre eux, c'est rapidement le grand amour. Cependant, Abby ne peut pas s'empêcher d'avoir peur pour Zoé. J'avais déjà lu un roman de l'autrice il y a 4 ans. À l'époque, j'avais lu La vie rêvée des chaussettes orphelines, qui était un chouette roman, mais qui ne m'a pas marqué autant que celui-ci. Dans ce roman, l'autrice parle avec brio d'un sujet assez compliqué, à savoir les violences conjugales. C'est un sujet qui est difficile à aborder, il faut éviter de tomber dans les écueils habituels, démontrer à quel point l'emprise c'est un mécanisme subtil, qu'il est facile pour quelqu'un d'installer son emprise et qu'il est très difficile pour les victimes d'en sortir, qu'elles ne sont pas faibles ou n'ont pas été lucides. Et j'ai trouvé que le traitement de ce sujet était très fin, très intelligent. D'autant plus que l'autrice elle-même nous mène en bateau. Personnellement, j'ai été tellement prise dans mes certitudes que je n'ai pas du tout vu le twist venir, ce qui n'avait pas été le cas avec son précédent roman. Lorsque la révélation est arrivée, je me souviens m'être arrêtée et avoir soufflé un « mais non, c'est pas possible ». J'ai coupé l'audio, j'ai longuement respiré, j'ai tenté de digérer l'information et de regrouper les indices pourtant évidents une fois que tout a été dit. J'étais vraiment choquée. Je n'avais pas vu venir ce retournement de situation et au début, je l'avoue, j'avais vraiment du mal à y croire. Et pourtant, je sais que la violence conjugale n'a pas de milieu de prédilection,
que tout le monde peut en être victime et c'est tout simplement terrifiant. La version audio est aussi d'une excellente qualité. Les narrateurs donnent vraiment vie aux personnages et ce n'est pas difficile de se les représenter, peu importe l'époque dans laquelle on se situe, puisque l'histoire fait des allers et retours entre la fin des années 80 et le début des années 90 et l'époque actuelle. Et je pense que vous savez que j'adore les intrigues qui ne sont pas linéaires. C'est un livre qui m'aura fait passer par une palette d'émotions complète. La joie, la tristesse, l'incompréhension, la colère, la peur. Et quand je ressens autant d'émotions que je peux passer de la colère à la joie sans difficulté, c'est que le livre a été un coup de cœur. Et je terminerai en disant que c'est un roman important, que le sujet est malheureusement trop d'actualité et que ce livre peut faire prendre conscience qu'on connaît mal, qu'on identifie mal l'ensemble des mécanismes de la violence conjugale, que les coups ne sont que la partie visible de l'iceberg et qu'il est tout simplement vital d'en parler à une personne de confiance. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos 5 livres préférés et pourquoi pas de vos 5 flops dans l'espace des commentaires. Je serais ravie de discuter avec vous à ce sujet. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo qui sera un petit peu plus courte, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.